Bienvenue pour encore un nouvel épisode du Balado Voix. Je suis Ingrid Varda, professeure à l'Université de Montréal et avec moi, j'ai Krishna Martineau, enseignante. Bonjour Krishna. Salut. 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 Et Anne-Marie Vachon, orthophoniste. Bonjour à vous. Salut. Aujourd'hui, on se voit pour parler de la voix et les autres. On a beaucoup parlé de la voix des enseignantes, des éducatrices, mais on utilise notre voix pour communiquer et ces personnes avec qui on communique dans le milieu de l'enseignement et de la petite enfance, ce sont les enfants, les élèves. Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question si votre voix a un impact sur les élèves? Krishna. Je me suis pas nécessairement posé la question, mais j'ai déjà eu des commentaires d'élèves là, qui me disaient que j'étais rassurante, que j'étais calme, puis que je criais pas. Donc, je sais que ça a l'air d'être quelque chose quand même d'important pour les enfants là, de pas se faire crier après. Donc, ça a été dans les commentaires que j'ai reçus d'élèves. Mm-hmm. Toi, Anne-Marie, est-ce que tu penses que la qualité de la voix de l'enseignant a une influence sur les élèves? En tant qu'orthophoniste travaillant la voix, je pense pas, je suis certaine. Mais tu sais, est-ce que la science va dire ça? Je sais pas, tu sais, je peux-tu dire si la science dit ça? Ça, je le sais pas, tu sais, je me suis jamais attardée à rechercher là-dessus, mais tu sais, je suis certaine parce que c'est la base même, tu sais, au premier épisode, on parlait, je trouve, un petit peu de ce qu'était la voix, puis je trouve ça c'est ressorti aussi. Donc oui, je pense pas, je suis certaine. Il y a tout le côté affectif. Et c'est ça, partout que la voix, c'est le véhicule, tu sais, un des véhicules des émotions, un des véhicules, pas juste des émotions, mais tu sais, les enseignants transmettent, font beaucoup de gestion de classe avec leur voix, tu sais, la discipline, la rigueur, tout ça, tu sais, c'est quand même enseigné à travers la voix. Puis je pense que les enfants, on dit toujours qu'ils sont quand même proches de leur émotion. Donc, je pense qu'ils perçoivent vraiment ces changements-là. C'est quand... en tout cas, j'ai l'impression que les enfants sont sensibles quand même au changement de voix ou à la finesse de la voix. Beaucoup plus que qu'est-ce que on pourrait penser, puis probablement beaucoup plus que qu'est-ce que eux sont capables de nous verbaliser aussi. Exactement. Jusqu'où est-ce qu'ils vont avoir des mots pour nous expliquer, nous dire ce que c'est ce qu'ils ressentent à partir d'une voix? Exactement. C'est ce que j'allais dire, c'est plus des ressentis, là, donc on peut pas exprimer nécessairement pourquoi cette voix-là nous affecte plus qu'une autre ou que ça vient plus nous toucher ou que ça nous fait peur. Donc, il y a comme un ressenti qui peut être variable d'une personne à l'autre ou selon l'attachement aussi qu'on a avec une personne, parce qu'on le voit avec les routines, avec les enfants, quand ils sont habitués de voir le même adulte qui intervient auprès d'eux, ils sont habitués à leur tonalité, de savoir un peu leurs limites là, à travers leur ton de voix, avec leur approche, leurs phrases répétées constamment. Donc, les enfants sont habitués à ça, alors quand un nouvel adulte ou un nouvel intervenant arrive avec d'autres approches, ça peut être confrontant pour l'enfant de perdre ces balises-là, ces repères-là. Puis il faut le processus de se réhabituer à cette voix-là et de recréer le lien de confiance. Au niveau de la science, c'est certain, comme tu dis Anne-Marie, la voix nous influence et il y a vraiment plusieurs études qui montrent qu'on va attribuer à certaines voix des caractéristiques. Donc, on entend une voix, puis on va attribuer des caractéristiques à la personne qui porte cette voix. Et habituellement, les humains vont être assez d'accord sur ce qu'ils perçoivent dans les voix, même si c'est pas nécessairement en correspondance après avec la réalité de la personne. Mais je vous propose qu'on écoute justement ce que les enfants ont à dire. On a 2 enfants qui nous ont parlé de la voix de leur enseignant. Parce que à chaque fois que Madame Suzy elle parle plus fort tout le temps parce que personne il l'écoute, tout le monde il parle. Est-ce que tu connais des gens qui ont des belles voix? Oui.
Mon ami, mais mon ami de la garderie. J'ai des amis de la garderie que je trouve qui ont une belle voix. Pourquoi tu trouves qu'ils ont des belles voix? Mais parce qu'ils ont des voix pas trop fortes. T'aimes les voix qui sont douces? J'aime pas ça le bruit après parce que ça me fait mal aux oreilles. Et t'aimes ça quand les gens ils parlent doucement? Mm-hmm. Puis ton éducatrice à la garderie, est-ce qu'elle parle doucement, hein? Des fois, elle parle trop fort. Quand est-ce qu'elle parle fort? Des fois, mes amis font des bêtises. OK, on vient d'entendre 2 enfants qui sont en maternelle ici. Moi, ce qui me frappe, c'est que elles qualifient toutes les 2 la voix en fort ou pas fort, fort ou doux. Est-ce que Oui. Ouais. J'aime pas ça quand elle me parle fort. Oui. Ouais. Mais la manière de décrire la voix reste vraiment dans des termes de fort ou pas fort. C'est comme si c'est ça qui c'est ça la qualité principale d'une voix pour ces 2 enfants qu'on vient d'entendre. Elle est forte ou elle est pas forte, et j'aime ça ou j'aime pas ça. Ben je pense que tu sais c'est relié aussi. On vient de le dire, c'est des élèves de maternelle. Tu sais, tantôt je t'avais dit, est-ce que les élèves vont avoir les mots pour décrire tout ça? Tu sais, je serais curieuse de voir la réaction cérébrale, neurologique de différents types de voix sur les apprentissages ou pendant les apprentissages ou pendant des situations qui sont plus de gestion de crise, par exemple, gestion de bruit, tu sais, parce que on le sait, tu sais, je pense que pour les enfants, quand ils ont besoin que les enseignants interviennent, c'est nécessairement peut-être pour les apaiser, pour les calmer, pour calmer le bruit, là, tu sais, comme justement qui devient trop fort, là. Fait que, tu sais, ils disent, hein, on n'aime pas ça, le bruit, on n'aime pas ça, que ça parle fort, tu sais. Ouais, C'est rassurant. C'est rassurant d'être encadré puis d'être justement enveloppé par cette voix-là chaleureuse. et ça me fait penser à l'anecdote, Krishna, vraiment, que tu nous as raconté plus tôt, avant l'enregistrement de cet épisode, mais qu'on a eu l'occasion d'enregistrer quand je vous propose qu'on l'écoute ici d'ailleurs, sur le bruit et l'aspect rassurant. Je voulais vous raconter une anecdote. Je suis arrivée en suppléance en maternelle à un moment donné. Puis là, le niveau de bruit était rendu un peu trop élevé. Puis je savais pas trop, les enfants ils écoutaient pas. Puis il y a une élève, elle arrive à côté de moi, puis elle me dit, il faut aller baisser le ton. J'ai dit, de quoi qu'elle parle? Puis là, elle est venue, j'ai dit, ben viens me montrer. Puis au tableau, il y avait comme un abeille, mais un ton. Là, Puis il y avait une échelle de bruit. Puis là, il fallait que je descende la petite abeille pour aller baisser le ton. Puis là, les enfants, quand ils m'ont vu faire, ils ont vraiment baissé le volume de leur voix. Oh, wow! J'ai trouvé ça adorable. Oh, oui, c'est adorable. C'est adorable. Est-ce que t'as eu l'occasion de refaire ça avec eux, ou c'était juste une fois tu l'as vécu? Non, ça a été une fois. Ouais, c'est ça. C'est la seule fois où je suis allée dans cette classe-là, mais j'ai vraiment trouvé ça beau. Et c'est une élève qui est venue te le demander? Oui, elle est venue me le dire parce que sûrement qu'elle a vu que j'étais un peu en perte de moyens. Et tu savais pas gérer ta classe. Quoi faire pour gérer le bruit. Ben mais c'était pas ma classe, là. Ouais, c'est ça. Wow, ben c'est le ton, c'est merveilleux. On vient t'entendre nous raconter, Krishna, c'est justement en maternelle que ça se passe, et cet enfant qui vient te chercher parce que le bruit, c'est trop pour elle. Moi, ça me faisait résonner avec ce que tu viens de dire, que il y a un aspect rassurant quand l'enseignant arrive à cadrer cet environnement sonore. Demande un certain visuel aussi pour la compréhension d'enfants de cet âge-là, justement, qui ont peut-être pas nécessairement les mots pour exprimer le fort ou moins fort, ou j'aime pas, mais de savoir, OK, ben là, on va baisser le volume, on va baisser le ton. Donc, c'est vrai que c'est un aspect qui est rassurant pour les élèves. Et Anne-Marie, toi, tu te questionnais, tu disais, je me demande s'il y a des études qui montrent au niveau cérébral ce qui se passe peut-être avec les apprentissages, puis aussi au niveau affectif. Et on va revenir là-dessus parce qu'il y a des études, pas encore avec de la neuroimagerie, mais des études qui regardent avec sur le plan comportemental, est-ce que différents types de voix vont affecter
l'intelligibilité et la rétention d'informations justement. Mais avant de faire ça, je vous propose qu'on réécoute la petite entrevue qu'on a eue toutes les trois avec Alix et Chloé, deux élèves de secondaire qui ont aussi bien voulu nous parler de la voix de leur enseignant. Les filles, c'est super gentil d'être là avec nous. Tu sais pourquoi je vous ai demandé de participer? Non. C'est parce que nous, on parle de la voix. Et spécifiquement de la voix des enseignants. Et en fait, ce qu'on se demande, c'est est-ce que vous, en tant qu'élève, vous réfléchissez parfois à la voix de vos enseignants? Est-ce que ça vous arrive d'avoir une opinion sur la voix de vos enseignants? Mais dans quel sens? Dans tous les sens. Tous les sens sont bons, les filles. En fait, notre prof de mathématiques, elle a tendance à nous parler, mais genre, je pense que pour elle, c'est normalement. Mais nous, c'est souvent perçu un peu, genre, avec une tonalité un peu agressive, parce que quand on pose une question, genre, c'est assez direct, ça nous demande de « Ah, vous savez pas ça, nanana », assez, genre, fluidement, genre, rapidement. Et, genre, je pense que le débit de la voix, genre, exprime aussi que, d'une certaine manière, genre, ce qu'on vient de dire, c'est pas forcément, genre, bien pris. Donc, c'est un peu genre ma perception, moi, de certaines voix des professeurs. Tu perçois qu'elles peuvent être agressives, c'est ça? Oui, mais c'est ça, mais je pense que c'est pas volontaire, c'est juste que, genre, sa façon de parler nous est pas habituelle, donc, genre, nous, quand on perçoit, genre, sa façon de communiquer avec nous, on se dit, ah, peut-être que, voilà, il y a peut-être, genre un malentendu, ou, voilà, c'est ça, c'est comme ça que, voilà. Et tu disais, c'est peut-être dans le débit de sa voix. Oui. Est-ce que tu as déjà réfléchi à la voix autre que par le débit, qu'elle est vite ou pas vite, ou qu'on comprend les mots ou qu'on comprend pas les mots? Est-ce que tu trouves que tous les profs ont la même voix ou il y a des voix différentes? Ah, ok. Ben, d'autres aspects de la voix, à part le débit, genre, par exemple, je sais pas, des fois, ça peut passer genre de aigu à grave. Oui. Je sais pas. Mais c'est ça, il y a la rapidité, il y a des fois, genre, le haussement un petit peu de la voix. Quand, par exemple, je sais pas, donne des exemples, Alix. Non, C'est pas tous les profs qu'on entend pas, mais certains, c'est juste leur voix est un peu faible ou ils articulent pas bien. Surtout avec le port du masque avant, ça aidait vraiment pas à genre qu'on entende bien ce que disaient les profs. Ouais. Mais en vrai, les profs qu'on a eus, ils étaient quand même super. Genre, il y avait plusieurs profs, leur voix était vraiment parfaite, on entendait tout ce qu'ils disaient, mais il y en a d'autres que, voilà, on n'entendait pas tout. Ouais. Mais moi, j'ai une question en tant que prof. Est-ce qu'il y a des profs qui vous inspirent un peu plus de confiance dans soit leur stature, dans leur façon de se positionner, de vous parler, même si leur voix est pas super forte, quand ils vous parlent, que vous avez un intérêt parce que leur voix change, parce qu'ils utilisent des fois ils parlent plus fort, ils parlent moins fort. Donc, est-ce que ça vous inspire plus confiance ou vous avez plus envie de les écouter selon comment ils se tiennent, comment ils interagissent avec vous? Mais en fait, je pense que genre la voix, elle peut aussi affirmer une certaine confiance envers les professeurs. Et genre cette confiance, elle veut nous rassurer nous rassurer nous aussi en tant qu'élèves. Donc je pense que des fois quand genre elle prend le temps de répéter ce qu'elle dit, qu'elle parle genre pas trop vite et que genre elle soit vraiment aussi à l'écoute de ce que nous en tant qu'élèves on a besoin d'entendre. Et genre ça c'est vraiment c'est rassurant et c'est ça qui je pense nous aide à avoir genre des meilleurs résultats scolaires. Et les filles ont dit souvent que la voix, tu sais, là vous nous avez beaucoup parlé que ça l'inspirait confiance, puis nous on a beaucoup parlé aussi, tu sais, des émotions. Moi je vous poserais la question, est-ce que vous pensez que la voix est ce qui influence beaucoup votre perception des professeurs? Tu sais, est-ce que la voix pèse beaucoup dans la balance quand vous
vous dites, ah oui, ce professeur-là, on l'aime, celui-là, on l'aime un petit peu moins. Parce que, tu sais, souvent, les enseignants, nous, ce qu'ils nous disent, c'est ma voix, c'est mon outil de travail. Donc, à quel point pour vous, en tant qu'élève, c'est ça vos perceptions, tu sais? Est-ce que pour vous, ça prend une grande place dans ce qu'ils sont devant vous, là? Ben oui, quand même, parce que moi, en tout cas, quand je pense dans ma tête aux profs que j'aime bien, c'est les profs avec les voix les plus claires, les voix les plus calmes et tout. Et quand je pense à des profs que j'aime moins et genre, même ça veut aller jusqu'à la matière que j'aime moins, je trouve. Genre, c'est des profs avec une voix, ouais, genre, on dirait que parfois leur voix, elle m'attaque. Mais, ouais, moi, je sais pas. Elle m'attaque. Genre, leur voix est pas. Parfois, on dirait juste que les profs nous crient dessus, sauf que c'est comme leur voix. Ben moi, je trouve ça intéressant de voir que la relation est basée un peu sur la perception de l'élève, là, dans les intonations, dans la voix qui est calme. Donc, moi, je trouve ça particulièrement touchant parce que je me dis, avec mes élèves, c'est ce que j'essaie de faire aussi, là, d'être rassurante, d'avoir une voix qui fluctue pas trop, qui est pas trop intense, qui est pas trop agressive. Mais c'est ça. Donc, ben, merci les filles, c'est vraiment intéressant d'avoir votre feedback par rapport à ça. De rien. Ça vous évoque quoi, ça? Ben moi, ça me parle de beaucoup la perception de chaque élève ou de chaque personne. Donc, c'est très subjectif. Mais c'est aussi de savoir qu'est-ce qui nous touche d'une voix ou qu'est-ce qui nous porte à être plus attentif. Donc, quand je pense à ça, ben je pense au dynamisme un peu dans les propos là, des filles. Donc, le dynamisme, est-ce qu'ils sont capables de capter leur attention, puis d'aller les chercher là, sans être monotone nécessairement. Puis ça va même jusqu'au fait que ils aiment ou ils n'aiment pas une matière à cause de la voix du prof. C'est très parlant. C'est vraiment ça que ça vient me chercher, tu sais, le cœur de la relation enseignant-étudiant. Et matière, même, parce que ça peut même faire aimer ou pas une matière. C'est ça. Fait que, tu sais, le cœur de cette relation-là, de l'étudiant, s'il va avoir du plaisir ou non à se présenter, ben, c'est généralisé, là, mais à la classe, c'est beaucoup par la voix que ça se passe, entre autres. Et il nous dit, ça peut même aller jusqu'à la matière que j'aime moins. Wow, c'est très porteur, là. Puis je trouve qu'il y a un beau lien à faire avec la relation d'attachement avec la personne. Donc, quand le lien est bon avec l'élève, avec l'adulte en qui on a confiance. Donc, toute cette relation-là se construit avec une certaine communication, avec une approche qui est enveloppante, un peu comme ce qu'on disait par rapport à la voix tantôt. Et là, quand on pense que la voix, tu sais, est très variable de chaque personne et la perception que chaque élève a, ben là, on a, tu sais, cette étendue-là de possibilités de voix qui va plaire à un, mais pas à l'autre, et vice-versa, tu sais. Donc, c'est vraiment incroyable, là. On peut créer un lien avec un étudiant alors qu'avec l'autre, la perception qu'il va avoir de notre matière ou de nous en tant qu'enseignant va être dépréciée parce que lui, sa perception de ma voix lui convient moins, lui donne moins de sentiment de confiance. C'est intéressant, là. Tu sais, on est dans la variabilité. Et à l'inverse, comme enseignante aussi, j'ai cette perception-là envers mes élèves. Il y a des fois des voix là, que je me dis, ah là, je suis plus capable d'entendre cette voix-là, que c'est dérangeant ou c'est vraiment trop aigu ou un enfant qui se plaint beaucoup, là, que dans sa façon de s'exprimer, c'est plaignard. Je trouve que ça aussi, ça crée une distance ou pas avec différents types d'élèves qui ont des voix différentes. Moi, ce qui me frappe dans leur discours, comparativement aux enfants plus jeunes, c'est qu'il y a aussi une manière plus nuancée de parler des voix. Elle parle d'agressivité dans la voix, de débit dans la voix, d'une voix claire, d'une voix calme. Et elles arrivent à mettre des mots sur différents aspects de la voix qu'elles perçoivent. Et puis en même temps, je me dis, mais
malgré tout, ces concepts sont mélangés. Quand elle parle d'agressivité, puis du débit qui est rapide, c'est comme, il y en a un qui est objectif, le débit, il est rapide ou il est pas rapide, quelque part on pourrait le mesurer, mais le degré d'agressivité, c'est un peu Krishna, comme tu disais, c'est la subjectivité, c'est chaque élève, donc elle le perçoit comme agressif, un autre élève va peut-être pas le percevoir comme agressif, donc après c'est cette loupe d'interprétation qu'on en fait de la voix qu'on entend. Est-ce que ça vous tente d'avoir un petit comme un petit cours, une petite conférence scientifique où on parlerait un petit peu justement de la science et les voix? Est-ce que vous avez cette énergie-là pour m'écouter là-dessus? Ben, je pense qu'Anne-Marie va aimer ça, là. J'ai pas besoin de répondre. Tu vois, Krishna, tu réponds pour moi. C'est bon. C'est parce que il y a plusieurs chercheurs qui se sont attachés justement à comprendre comment la voix des enseignants influence les élèves, et puis aussi spécifiquement la voix dysphonique. Donc ça veut dire la voix avec un trouble de la voix. Donc souvent une voix qui va être rauque, cassée, soufflée, irrégulière. Donc par exemple, pas clair, à l'opposé de clair. Souvent, c'est ça, hein, quand on a un trouble de la voix, elle va être moins claire. Donc, exactement comme on entendait une des deux filles dire, moi, j'aime les voix qui sont claires. Souvent, les voix dysphoniques, ça va justement être à l'inverse. Et on sait que, en dehors des élèves, souvent, on va rattacher aux voix dysphoniques des caractéristiques négatives. On va attribuer des caractéristiques négatives aux locuteurs qui ont des voix dysphoniques, mais ça peut s'expliquer par plusieurs choses. C'est pas juste qu'on n'aime pas une voix qui est cassée, mais c'est parce que tout simplement une voix cassée, elle va aussi être plus difficile à comprendre. Parce qu'en fait, dans l'épisode précédent, on parlait de bruit, mais de bruit extérieur à nos voix. Mais quand on a une voix dysphonique, une voix cassée, ce qui rend notre voix pas claire, mais en fait, c'est du bruit ajouté. Mais c'est du bruit qui est ajouté à la source même de notre voix. Et ce bruit-là, mais il peut aussi venir perturber l'intelligibilité de la voix, ou en tout cas de ce que la voix veut dire. Et on a plusieurs études qui montrent que c'est effectivement le cas. Et donc, quand des élèves écoutent des consignes ou des informations qui sont données par une voix dysphonique, eh bien, ils vont avoir une moindre rétention de ces informations, ou ils vont avoir une moins bonne compréhension des mots. Donc, par exemple, on va mesurer, on va dire tout un tas de phrases, et puis on va demander aux élèves de répéter ces phrases-là. Ben, on voit que si les phrases ont été dites par une voix dysphonique, eh bien, il y a 2 à 3 fois plus de chances que la phrase va être mal comprise par l'élève. On va voir aussi, surtout, que ce sont les élèves qui ont déjà des difficultés qui vont être plus impactés par ça. Donc, on voit que les élèves qui ont plus de difficultés au niveau de la mémoire de travail, mais c'est eux aussi qui vont perdre le plus d'informations quand ils écoutent des informations qui sont données par des voix dysphoniques en comparaison à des voix normophoniques. On a plus d'études qui sont faites chez les adultes que chez les jeunes enfants, mais chez les adultes, on a exactement les mêmes résultats. Et ce qu'on sait, c'est que les enfants, eux, sont encore plus dépendants des adultes d'avoir d'avoir des environnements sonores positifs, bénéfiques pour leur compréhension et leur concentration. Donc ça c'est une partie des choses qu'on sait au niveau de la science, et qui explique pourquoi la voix, finalement on peut y attacher des choses désagréables, parce que c'est sûr que si on est en train d'essayer de comprendre ce que l'enseignant nous dit, et puis qu'on a des difficultés à le comprendre, c'est irritant, c'est embêtant, c'est irritant. Donc on voit ça, on voit aussi que effectivement dans certaines études, les élèves vont réussir une tâche aussi bien avec une voix dysphonique ou non dysphonique, donc peu importe si l'enseignant a une voix dysphonique ou pas. Mais par contre, si on demande aux élèves qu'est-ce qu'ils ont pensé de l'enseignant, ils ont moins confiance en l'enseignant qui a la voix dysphonique, par exemple. Donc le lien de confiance va être plus compliqué à créer. Donc il y a une notion de confort aussi reliée à l'écoute de la voix qui peut être dysphonique.
Mais ça c'est quand je vous parle de voix dysphoniques, c'est les voix où vraiment on va entendre sur la voix qu'il y a du souffle, il y a du bruit, il y a quelque chose de rajouté. Mais ce qu'on entendait dans le discours des deux adolescentes, elles parlent aussi d'un côté agressant. Il y en a une qui dit ça m'attaque, la voix m'attaque. On a abordé l'effet lombaire la semaine dernière, où on dit quand il y a du bruit autour de nous, il va se passer quelque chose spontanément avec notre voix, on va s'ajuster pour parler au-dessus du bruit. Sauf que quand on parle au-dessus du bruit, c'est-à-dire quand on parle plus fort, c'est pas juste comme un bouton de radio où on va augmenter le volume de la radio et puis on va entendre juste une voix pareille mais plus fort. En fait, il se passe quelque chose avec la qualité de notre voix quand on parle plus fort dans du bruit aussi. Et moi, j'aimerais vous faire écouter les résultats d'une petite expérience, pas une expérience scientifique, c'est vraiment une expérience qu'on a fait pour s'amuser dans notre laboratoire, pour essayer d'illustrer cet effet-là. Est-ce que ça vous tente d'écouter ça? Oui, certain. Je vais vous expliquer alors ce que vous allez entendre. Vous allez entendre deux personnes. Elles ont fait la même chose toutes les deux. Qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles doivent donner une consigne à des enfants, et pour le coup, c'est des enfants imaginaires. Elles n'ont pas les enfants devant elles. Elles s'imaginent des enfants à qui elles donnent une consigne. Elles ont des écouteurs sur leurs oreilles, et dans les écouteurs, elles entendent du bruit faible, comme ce serait agréable et habituel d'avoir dans une classe où on se dit « je me sens bien dans cette classe-là ». Et elles donnent cette consigne avec ce bruit dans leurs oreilles. Puis, dans la deuxième situation, elles redonnent la même consigne, mais cette fois-ci, dans leurs oreilles, elles entendent du bruit qui est plus fort, qui est pas encore exceptionnellement fort, mais qui est du bruit comme on va pouvoir l'entendre quand on se dit « wow, là, maintenant, il y a du bruit dans ma classe ». Et elles donnent la même consigne. Et puis, on a la dernière situation où elles donnent la consigne, mais cette fois-ci, dans les oreilles, elles ont du bruit fort, où là, on peut se dire « ok, ça, c'est vraiment quand c'est trop de bruit dans ma classe. C'est pas tout le temps comme ça, mais ça peut arriver. » Je vous propose d'écouter ce qui se passe avec leur voix dans ces conditions-là. Évidemment, nous, on va pas entendre le bruit. On va juste entendre le résultat sur leur voix. OK, tout le monde, on va se lever, on va aller mettre notre manteau, puis on va aller faire une ligne dans le corridor pour aller au parc Jarry. OK, tout le monde, on va se lever, on va mettre notre manteau, on va faire une belle ligne dans le corridor, puis on va sortir dehors au parc Jarry. OK, tout le monde, on va se lever, on va mettre notre manteau, on va faire une ligne dans le corridor, puis on va sortir dehors au parc Jarry. Levez-vous, mettez vos manteaux, faites la ligne dans le corridor, on va sortir dehors au parc Jarry. Levez-vous, mettez vos manteaux, faites la ligne dans le corridor, on va sortir dans le parc Jarry. Levez-vous, mettez vos manteaux, faites la ligne dans le corridor, on va sortir dans le parc Jarry. Il y a de l'intention dans la dernière. Ouais. Mais il y a moins de souffle aussi. Ben oui. Vraiment, là, on sent là, qu'ils sont à bout de souffle puis ils cherchent leur air. Il y a un truc, il y a quelque chose avec le débit aussi, surtout dans la dernière. Il y a quelque chose qui devient plus pressant dans celle-là. Est-ce que vous percevez la même émotion à travers les trois conditions? Non, vraiment pas. Là. Puis je peux mettre à la place d'un enfant puis de recevoir ça plus agressivement, là, ou quand c'est fort, on se sent comme plus attaqué là, par la consigne. En fait, fondamentalement, tu as plus de chances d'attaquer quand tu es en voix forte que quand tu es en voix plus conversationnelle. En fait, parce que tu augmentes ton volume d'air, puis ce qui fait vibrer les plis vocaux, c'est les différences de pression. Donc, plus ton volume d'air est grand, ben, tu sais, là, c'est ça, ta différence de pression va être beaucoup plus rapide. Fait que tu as beaucoup plus de chances d'attaquer réellement au niveau des plis vocaux. C'est d'où l'intérêt d'avoir vraiment des bonnes stratégies vocales pour, tu sais, limiter justement parce que on est très, très, très à risque d'attaquer. Peux-tu rajouter un trait? Mais quand tu dis attaquer, tu penses à la collision des plis vocaux les uns entre les autres, c'est ça, hein? Oui. Et ce qu'on entend, c'est cette attaque glottique. Ça, c'est le terme orthophonique où, à la place de dire « hey », on va dire « hey ». Et c'est ce petit coup au début
qui est agressant pour les oreilles, mais pour les plis vocaux aussi. Donc c'est assez intéressant de se dire, quand on entend une voix agressante qui nous attaque, mais souvent c'est aussi parce que cette voix-là attaque les plis vocaux de la personne, en fait. Il y a quelque chose d'agressant même aussi pour l'outil vocal de la personne. Puis tu sais, Krishna t'a dit tout de suite après, t'as dit on perçoit, tu sais, qu'ils sont à bout de souffle. Mais tu sais, ça aurait été intéressant après d'avoir leur enregistrement sur leur version de comment eux se sont sentis dans la production de ces phrases-là. Justement, est-ce que pour eux, c'est un niveau d'effort beaucoup plus élevé ou, tu sais, relativement, tu sais, l'effort était pas si grand que ça? Parce que, tu sais, l'effort aussi est important à questionner quand on tente de parler plus fort comme ça, là. On n'a pas ces retours-là. T'as raison, ça aurait vraiment été intéressant. Et autre chose qui serait très intéressant à voir, c'est, et on en revient à la voix, les émotions, qui nous sommes, la fatigue associée aussi avec cette voix forte qu'on pousse au-dessus du bruit. En fait, il y a une étude qui a été faite qui est vraiment intéressante, où on fait lire à des personnes un texte. D'accord? Ils lisent un texte avec une voix neutre. Le texte est neutre. Il n'y a pas d'émotion dans le texte. Une partie des personnes qui lisent ont le retour de leur propre voix dans leurs oreilles, et c'est juste leur propre voix. Ils s'entendent eux-mêmes lire, et c'est ça qui se passe. C'est tout ce qui se passe. La deuxième partie du groupe, eh bien, eux, ils ont aussi le retour de leur propre voix dans leurs oreilles, mais qu'est-ce qu'on a changé? Donc, de manière très rapide, c'est possible de le faire. On change la rétroaction de leur voix et on fait sonner leur voix positive. Donc, à la fin de chacune des phrases, leur voix part vers le haut et ça nous donne une impression que c'est une voix plutôt joyeuse. Donc, eux, ils s'entendent lire le texte, mais avec cette intonation joyeuse à la fin. Et puis, la troisième partie du groupe, troisième et dernière, ils s'entendent lire et ils ont le retour de leur propre voix, mais avec une intonation négative à la fin de leur phrase. Et ce qu'on voit, c'est que les personnes qui ont eu l'intonation neutre, ils ont la même émotion avant et après leur lecture. Ceux qui ont eu l'intonation positive, ils sont un peu plus contents après avoir lu leur texte. Et ceux qui ont eu l'intonation négative, eux, ils se sentent un peu moins bien après la lecture de leur texte. Alors, on peut transposer ça à la réalité d'un enseignant qui se retrouve à utiliser pendant sa journée une voix de quelqu'un qui est fâché, inconsciemment, mais qui malgré tout est susceptible aussi d'influencer leur propre émotion à eux. Et puis on entend les élèves qui disent moi je trouve ça agressant, ça m'attaque. Donc on peut imaginer la réaction sur l'émotion de l'élève, puis la manière dont l'élève va réagir, que ce soit avec l'enseignante ou avec les autres élèves. Et puis, d'un coup, je trouve que ça devient très clair, Anne-Marie, cette boucle dont toi tu parlais dans l'épisode dernier, de dire il y a une sorte d'effet d'entraînement dans cette situation-là qui est vraiment impressionnant en fait, mais très subtil, mais quand même très compréhensible qu'il soit là. Ce qui me frappe aussi dans le discours des dernières, des adolescentes, c'est qu'elles font pas le lien avec le bruit autour. Elles parlent de la voix de la prof, et puis on parlait des études qui montraient qu'il y avait aussi un impact de la voix dysphonique sur l'intelligibilité, mais on sait aussi que le bruit va avoir un impact sur la performance des élèves. Et puis là, c'est la dernière, le dernier morceau de prof que je vous fais, si vous avez encore le courage. Ce que je pense est aussi vraiment intéressant, c'est une étude qui a été faite, et elle commence à dater un peu, je crois elle date de 2010. Qu'est-ce que les chercheurs font dans cette étude? Ils prennent des élèves de première primaire et troisième primaire, d'accord, donc des assez jeunes élèves, et ils les mettent dans des conditions de classe différentes. Une condition de classe optimale où il n'y a pas de bruit et l'enseignant leur donne des consignes puis ils doivent réaliser les consignes. La deuxième condition de classe, les élèves ont du bruit de trafic. Donc la voix de l'enseignante, on l'entend un peu moins, il y a du bruit de trafic autour.
Et puis, la troisième condition, les élèves entendent du bruit de classe, comme on peut entendre dans une classe, et puis leur enseignant. Et ils doivent réaliser les mêmes consignes dans les 3 conditions. Puis, on demande, après chaque condition, on demande aux élèves, est-ce que vous avez été dérangés par le bruit? Qu'est-ce que vous avez pensé du bruit? Eh bien, ils sont pas dérangés. Ça les dérange pas, le bruit. Et puis après, on va regarder leurs résultats. Comment est-ce qu'ils ont réussi les consignes? Et dans la 3e condition, donc la condition où il y a le bruit d'autres élèves dans la classe, eh bien, on a jusqu'à 30% de baisse de performance chez les élèves qui nous disent, non, moi, le bruit, ça m'a pas dérangé. Oui, c'est drôle, Ingrid. En fait, ça m'a questionné parce que dans l'épisode précédent, on parlait que le bruit, on avait vraiment défini que le bruit, c'était quelque chose qui nous dérange. Donc, dans l'étude, ils ont défini le bruit comment? Parce que si les élèves étaient pas dérangés par ça, c'était pas un bruit, c'était un niveau d'intensité. Ah, mais t'as tellement raison. C'est vraiment, tu vois, ça vient encore rajouter que le bruit, c'est tellement élusif. Est-ce que ce mot existe en français? Elusive. C'est comme un petit savon qui nous échappe, hein, le bruit. Oui, il y a l'aspect intensité. Il y a l'aspect dérangeant. Ça me dérange. Mais il y a l'aspect dérangeant sur le plan conscient et inconscient, en fait. Et c'est ça qu'on voit avec cette étude-là, parce que eux ne vont pas le qualifier de bruit dans le sens ça me dérange, parce que ça les a pas dérangés. Ils disent ça m'a pas dérangé. Mais ça, quelque part, ça a dérangé leur système cognitif, parce que les résultats ont parlé d'eux-mêmes. Il y a une baisse dans leur performance. Donc, quelque part, leur mémoire de travail est occupée à gérer, à filtrer le bruit. Il y a quelque chose, il y a une partie de leur effort cognitif qui s'attaque à filtrer le bruit pour accéder aux informations de l'enseignante. Donc, t'as tout à fait raison. J'allais ajouter justement avec la mémoire de travail, quand on avait parlé plus tôt, je suis au courant là, des fonctions exécutives là, avec les élèves. Puis quand l'attention est un peu dispersée, parce que c'est un peu ce qui arrive là, aux élèves, où est-ce qu'il y a un bruit de fond, un bruit d'ambiance qui est présent, puis l'attention peut pas être focalisée exactement sur uniquement la tâche. Donc la mémoire de travail aussi par la bande est touchée. Donc c'est sûr que c'est plus difficile de retenir les bonnes informations, d'utiliser l'information adéquatement. Puis même que la flexibilité cognitive aussi va être touchée, parce que là, si on reçoit mal la demande, donc l'information est mal comprise ou mal interprétée, après ça, c'est difficile de prioriser qu'est-ce qu'on fait puis de comment on le fait. Et c'est là qu'on se rend compte qu'on est comme dans une sorte de soupe où il y a tout qui se mélange, parce que il y a ce bruit environnant qui affecte la voix, qui affecte le ton de la voix, la qualité de la voix. Le bruit affecte l'intelligibilité, mais puis la qualité de la voix peut aussi affecter l'intelligibilité. Et puis on est dans une dynamique en fait où finalement autant la santé, le bien-être des enseignants que le bien-être et puis les capacités des élèves sont touchées, en fait. Mais on se retrouve dans un système qui s'auto-entraîne. Puis moi, j'ajouterais que c'est important de préparer la soupe. Tu sais, on parle de, tu sais, parce que, puis je dirais, les ingrédients, tu l'as dit, tu sais, c'était comme autant les élèves que la voix, puis tous les effets, tu sais, puis tout ça. Fait que là, je suis en train de me dire que les élèves ont pas tout à fait conscience de ce bruit-là qui affecte la voix de l'enseignant. Donc, en tant qu'enseignant, c'est important aussi de justement, je crois, d'aller chercher cette notion-là, de conscientiser, tu sais, les enfants par rapport à cette notion de bruit-là. Krishna, quand on avait en parlé de ton anecdote, là, justement, de la jeune fille qui était venue te chercher, on avait eu la réflexion de comment la professeure, l'enseignante est arrivée jusqu'à là avec ses élèves, de les conscientiser qu'il y avait ce niveau. Quand est-ce qu'on allait baisser le ton, tu sais? Puis nous, en tant qu'enseignants, je dis nous, là, mais nous, en tant qu'adultes, on est conscients des bruits qui nous dérangent. Là, en tant qu'enseignants, on vient de présenter pour vous comme que le bruit, dans le fond, il affecte par l'effet Lombard, tout ça, dans le dernier épisode, et que là, on est en train de dire que le bruit affecte aussi vos élèves. Wow! Alors, si on met vraiment en place des stratégies de prévention,
moi, je pense qu'on est gagnant. Au bout du compte, la soupe va être vraiment meilleure. Oui, il y a l'aspect prévention, puis justement de conscientisation, d'être conscient que en ce moment, c'est très fort, puis à la limite, on peut même enregistrer les élèves, de dire, OK, ben on va réécouter à quoi ça ressemblait cette période-là de travail, puis de les faire prendre conscience que ben c'est difficile de se concentrer quand c'est comme ça. On va revenir là-dessus, justement, parce que là, on est en train de rejoindre la gestion de classe et je vous propose qu'on aborde ça, justement, dans le prochain épisode, comment on prépare la soupe. Est-ce que on va y arriver? On aura un balado culinaire à la fin, je sais qu'on va y arriver. On est parti du sport, hein. Au début, on était plus dans l'analogie sportive, là, on est rendu dans les analogies culinaires. C'est bon. Ouais. C'est merveilleux. Oui, c'est merveilleux. Donc, rendez-vous au prochain épisode pour parler un peu plus de la gestion de classe et l'influence que ça peut avoir sur la santé vocale, mais aussi sur le bien-être de tout le monde dans une classe. À bientôt. À bientôt. Salut. Vous venez tout juste d'écouter le 6e épisode du balado Voix, ma voix, ma santé, mon métier, formé par l'équipe de la professeure et chercheure Ingrid Verdoc en collaboration avec la Centrale des syndicats du Québec et l'Université de Montréal. Dans cet épisode, les animatrices ont parlé de notre voix en relation avec les autres. La semaine prochaine, au balado Voix, nous poursuivons la discussion des derniers épisodes concernant le bruit et les gens, mais cette fois-ci sous l'angle des stratégies de gestion de classe. Nous vous rappelons également que le balado Voix est offert sous forme de formation continue créditée si cela vous intéresse. Les informations concernant la formation ainsi que nos réseaux sociaux seront dans la barre de description. Et nous, on se dit à la semaine prochaine. Bye bye!